Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Exagerarlo para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Camarades, bonsoir à tous. C'est parti pour ce deuxième épisode des previews du ventre mou de l'Euro 2024 en Allemagne. On a fait la poule A avant-hier. On part aujourd'hui sur la poule B qui est composée de l'Italie, de l'Espagne, de la Croatie et de l'Albanie, désignée par beaucoup comme la poule de la mort. On verra si on est d'accord avec cette idée. On verra qui, selon nous, passera au second tour. Mais avant ça, il faut présenter les équipes. Et pour présenter les équipes, il faut présenter les consultants. Je suis à nouveau avec Aurélien. Aurélien, bonsoir. Bonjour. L'accent italien pour cette poule Spaghetti Mafia. Écoute Aurélien, je te laisse débuter tout de suite. Tu nous envoies du lourd, on n'a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'équipe d'Albanie ? Eh bien, tu m'as parlé de mafia. Écoute, c'est parfait, puisque s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que certes, l'Albanie est forte pour le trafic illégal et la prostitution, mais pour le foot, c'est plus compliqué. Donc, ils ont le mérite d'être qualifiés. Alors, effectivement, qualifiés, pas non plus super facilement. On note des matchs très très compliqués, comme un 0-0 face aux îles Faroé à domicile, qui est, je vous l'avoue, pas le match le plus intéressant que le football ait pu nous offrir. Hormis ça, on a quand même quelques noms connus, en commençant par le sélectionneur, Silvinho, donc connu pour être ancien sélectionneur de l'OL, qui s'est retrouvé en Albanie et qui a pas fait de cette équipe une grande équipe de football. Vous l'avez compris, ils partent pas favoris dans ce fameux groupe de la mort, et c'est pas le groupe de la mort parce qu'ils y sont. Plusieurs choses, donc j'ai parlé de personnages connus. Vous connaissez sûrement Armando Broja, pendant un temps espoir de Chelsea, un grand neuf très solide avec quand même tant de la rapidité. Qui est depuis à Fulham. En prêt, il est toujours second avec Chelsea. C'est vrai. Espoir peut-être un peu moins maintenant. Voilà, 8 matchs cette saison pour un but. Autant dire que c'est compliqué. À noter qu'il a été sélectionné et qu'il sera sûrement titulaire à l'Euro, mais qu'à cause d'une blessure, il n'a presque pas joué, en tout cas pendant les qualifications pour l'Albanie. Donc voilà, pour moi, le joueur le plus important, il n'est pas là. Il est au poste de milieu défensif parce que l'Albanie joue en 4-4-2 souvent avec un milieu face à la défense en sentinelle. C'est lui pour moi le joueur le plus important, voire le seul joueur important. C'est Aslani qui joue à l'Inter Milan, 22 ans, qui a joué la plupart des rencontres avec Milan, soit en sortie de banc, soit titulaire même parfois. Donc c'est un joueur super sérieux avec beaucoup de talent dans ce qu'il fait. C'est un 6 très très pertinent. Malgré tout... devant, c'est très très compliqué pour l'Albanie. Autant dire que c'est genre pire que pauvre. Il n'y a presque pas eu de but sur les phases de qualification. On peut mettre ça sur le fait qu'il n'y avait pas leur neuf vedette Broja, mais enfin, pas sûr qu'il apporte grand chose. Défensivement, c'est aussi compliqué parce que ils se prennent aussi beaucoup de buts. Mais c'est vrai que les phases de qualification sont pas super encourageantes puisque c'était un groupe assez abordable avec la Moldavie notamment et les îles Faroé. Et ils ont quand même pas montré grand chose et ils se retrouvent dans le pire groupe possible. Voilà ce que je pourrais dire sur l'Albanie qui est vraiment... En tout cas, c'est plutôt prometteur. Hein, non, mais... Tu nous as donné dressé un portrait qui donne envie de croire en l'Albanie. Hein. Le fait est que les petites nations ont parfois vivent comme ça quand il y a des grands talents qui naissent. On pensait que ça allait être le cas avec Broja. En l'occurrence, il fait une saison très moyenne. Après, il est jeune, mais c'est sûr que là, pour l'Euro qui arrive très très vite, voilà. Il va pas avoir le temps forcément
c'est tout fait, même si pourquoi pas se révéler à l'Euro, hein, qui Alors, sait. moi, s'il fallait miser sur une révélation, ce serait plutôt Asllani, qui a seulement 22 ans, je le rappelle. Les joueurs comme ça ont peu de chances de vraiment foirer leur Euro, surtout dans une équipe comme ça. Ouais, ils ont un peu rien à perdre dans cette poule. Exactement, donc, et il peut montrer des belles choses face aux grosses équipes, notamment dans la récupération. Voilà, j'avoue que... Et Silvinho... Bah après, ouais, même Mais si après, il peut... pour avoir eu quelques échos, il a été très apprécié, en tout cas à minima remercié d'avoir qualifié l'Albanie. Mais bon. Ça reste quelque chose de louable. Après, et puis, il peut si on pas veut faire un meneur grand-chose. d'homme, Silvino il crie sur le bord de C'est bien. Non, mais on va dire Il que a beau, hein. ça correspond. Et puis, tu peux pas non plus faire de l'Albanie un champion du monde. Donc, l'Albanie est ce qu'elle est. Les nations comme ça reposent sur de la chance de génération. En l'occurrence, c'est pas maintenant qu'ils vont se qualifier, je dirais. Très bien. Bon bah écoute, on passe à la deuxième équipe. Alors là, clairement, on a un véritable palier hein, avec donc la Croatie. Sur le papier, il y a un gros écart. Après, est-ce que la Croatie doit être présentée dans cet ordre-là, si on fait dans l'ordre des favoris, c'est à voir, c'est à discuter. En tout cas, donc, la Croatie, c'est un gros passé récent en Coupe du Monde. Hein. Finaliste 2018, demi-finaliste 2022. Chaque année, ils ont choqué tout le monde. En revanche, à l'Euro, ça a été un peu plus poussif. 8ème de finale en 2016, éliminé par le Portugal après prolongation. 8ème de finale en 2020 et éliminé par l'Espagne 5-3 après prolongation. Peut-être que vous vous en souvenez, c'était un match de dingo qui avait eu lieu à Copenhague, si je dis pas de bêtises. À noter tout de même que la Croatie est finaliste de la Ligue des Nations en 2023, l'année dernière. Donc, solide référence internationale, on va dire, pour cette sélection. En ce qui concerne le parcours de qualification, eh bien, contrairement à certaines équipes, ça n'a pas été évident du tout. Ils ont terminé deuxième de leur groupe derrière la Turquie, devant le Pays de Galles, l'Arménie et la Lettonie. C'était pas une poule évidente, mais ça restait tout à fait abordable. 5 victoires, 1 nul, 2 défaites. En revanche, en termes de buts, c'est assez intéressant. 13 buts marqués, 4 buts seulement encaissés. C'est pas une grosse attaque, hein, mais c'est solide derrière. Bon, j'ai pas inventé l'eau tiède en vous disant ça après avoir cité ces stats-là. Mais à noter tout de même qu'ils se sont qualifiés seulement après la victoire 1-0 contre l'Arménie au dernier match. Autant dire que c'était pas gagné d'avance, contrairement à leur statut. Les Croates sont emmenés par Zlatko Dalic, coach depuis 2017, hein, donc on le connaît bien. Le plus grand coach de l'histoire de la Croatie. Ouais, le plus grand sélectionneur, ça je pense vraiment, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Qui fait toujours l'unanimité, et ça c'est assez rare, hein, 7 ans après sa nomination, dans un pays relativement modeste, mais qui a une place forte dans le monde du football de sélection. Donc comme pour beaucoup d'autres sélectionneurs, c'est plus la gestion du groupe et des différentes générations qui fait la force de Dalic, plus que l'aspect tactique. Cependant, on voit que ça a déjà fonctionné, il l'a montré, donc pourquoi pas repartir encore une fois sur un projet intéressant tactiquement. Alors, la Croatie, il faut s'attendre à un 4-3-3, plutôt avec un milieu point de basse, hein, donc c'est-à-dire un 6-2-8, pas vraiment de 10 vraisemblablement. Le milieu de terrain, c'est vraiment crucial pour la Croatie, c'est vraiment autour de ce milieu de terrain que se construit le 11, parce qu'on a des joueurs de très haut niveau, on va y revenir. Là encore, comme pour des sélections qu'on a déjà citées dans le premier podcast, qu'on citera dans ce podcast et qu'on citera dans les prochains, il y a toujours la question du 9 qui fait débat. On n'a pas vraiment de numéro 9 qui s'impose, on a plusieurs candidats possibles pour le poste, mais pas de véritable évidence. Si on prend ligne par ligne, donc on s'appuie sur un gardien très costaud, meilleur gardien de la dernière Coupe du Monde, Dominik Livakovic, le portier du Fenerbahçe. Une défense centrale très intéressante avec Joško Gvardiol et Stanisic. Alors, le petit défaut, on va dire, c'est deux excellents joueurs qui font des excellentes saisons à City pour Gvardiol, à Leverkusen pour Stanisic. Le petit défaut, c'est qu'ils vont jouer en défense centrale sans jouer en défense centrale le reste de l'année. Ils ont été formés à ce poste-là, mais ils ont tous les deux été décalés cette saison, soit à droite pour Stanisic, soit à gauche pour Gvardiol. En revanche, sur les latéraux, c'est un peu plus léger, on va dire, un peu moins consistant, avec Juranovic et Borna Sosa probablement qui vont titulaires. Après, sur les Coupes du Monde notamment, ils ont fait des bonnes perfs, hein, mais c'est pas des grands noms. Hein, et puis on peut ajouter à ça les anciens, hein, Domagoj Vida ou Soutalo. On va le voir avec le milieu de terrain qui arrive, mais on a encore beaucoup de gros noms, mine de rien, en Croatie. Bien sûr, c'est une génération vieillissante, avec des joueurs qui sont peut-être sur leur dernière compétition internationale, mais ça demeure assez solide. Donc le milieu de terrain, je le disais, le milieu de terrain pressenti, c'est Brozovic, à voir, hein, lui qui est parti en Arabie Saoudite, s'il sera toujours titulaire, mais sur le papier, ça pourrait être lui.
avec les indéboulonnables Luka Modric et Matteo Kovacic. Mais à ce milieu de terrain-là, on peut rajouter Mario Pasalic de l'Atalanta, Nicolas Vlasic du Torino ou Lovro Majer de Wolfsburg, l'ancien Rennais. Comme quoi, il y a vraiment de la qualité, notamment techniquement, c'est très très fort. Voilà, là où il y a des doutes, c'est devant. Perisic est pressenti titulaire, lui qui est parti au Hajduk Split en Croatie, qui a quitté entre guillemets le très haut niveau. Et qui va jouer devant ? Est-ce qu'on va faire jouer Kramaric ? Est-ce qu'on va faire jouer Petkovic ? Est-ce qu'on va faire jouer Budimir ? 3 attaquants corrects avec des références. Avec des références, mais c'est pas très net. Sur les derniers matchs de qualif, on avait Petkovic du Dinamo Zagreb devant et Kramaric qui était décalé ailier. Mais on voit que devant, c'est vraiment, pour le coup, du bricolage. À noter quelques absents, après je vais pouvoir te passer la main sur une prochaine équipe, mais quelques absents, notamment dans les défenseurs qui ont été seulement réservistes. Tchaeta Tsar de Lyon, pas sélectionné. Quand on voit qu'on n'a aucun défenseur central de métier parmi les titulaires, ça pose question. Ou également Barisic qui aurait pu jouer latéral gauche. Donc à voir là aussi si ça se passe mal derrière, comment on va gérer. Mais je pense qu'on peut faire confiance à Zlatko Dalic pour plutôt bien connaître ses hommes. En termes de préparation, il y aura 2 matchs amicaux là encore, Macédoine du Nord et Portugal. Et dans l'ordre des matchs, ça peut être important. On commence par l'Espagne, l'Albanie en 2e et l'Italie en 3. Donc voilà, une équipe de Croatie qui, comme toujours, même vieillissante, sera sûrement très dangereuse dans cette poule assez relevée. Alors, à mon tour, ceux qu'on a décidé pour l'instant de placer comme deuxième dans le classement des meilleurs, c'est l'Italie. Alors, l'Italie, voilà, grande nation de football, notamment à l'Euro, tenant du titre actuellement. Cependant, l'équipe a plus grand-chose à voir avec celle qui a gagné le titre en 2021. Déjà, un grand changement de coach. Qui a été super surprenant là, puisque le dernier coach est parti au dernier moment pour l'Arabie Saoudite et on a appelé en urgence Spalletti, donc l'ancien coach qui a fait gagner le Scudetto à Naples. Donc un coach sur le papier très bon et qui en plus a obtenu des excellents résultats depuis son arrivée. Il a aussi beaucoup changé l'équipe d'un point de vue tactique, on va le voir. Donc pour ce qui est de la phase de qualification, l'Italie encore une fois a eu du mal, notamment écrasée par l'Angleterre qui a fini premier du groupe de très 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 loin. Ils ont d'ailleurs perdu le dernier match face à l'Angleterre 3-1 dans un match tranquille pour les Anglais. Ils ont dû attendre de battre encore une fois la Macédoine du Nord qui les avait privés d'une Coupe du Monde la dernière fois sur un match maîtrisé 5-2 qui lui du coup avait été une réussite et un bon exemple de ce que propose la nouvelle Italie, parce que si on a connu l'Italie en bloc défensif même jusqu'en 2021 avec une grosse solidité, là en l'occurrence ça a beaucoup changé parce que l'Italie marque beaucoup plus, elle se prend aussi pas mal de buts. Et d'un point de vue aussi stratégique, c'est différent. C'est vrai qu'on connaît une Italie très axiale. En l'occurrence, là, la plus grande force, moi je dirais que c'est les ailes, notamment dès les latéraux, avec ce qui sont pour moi en tout cas parmi le top 3, top 4 des meilleurs joueurs de l'équipe, c'est Di Lorenzo et Di Marco. Di Marco à droite et Di Lorenzo à gauche. Qui font le début de l'attaque quasiment, parce que c'est des latéraux très très offensifs. Aussi sur les ailes, on a Federico Chiesa qui fait une excellente campagne avec l'Italie à chaque fois qu'il est sélectionné. C'est plus compliqué en club, mais c'est vrai qu'en sélection il brille toujours. Et puis il y en a des joueurs comme ça qu'on voit s'affirmer en sélection. On peut penser à Olivier Giroud pendant un certain temps en équipe de France, qui même sans briller en club était très très bon en sélection. Exactement. Donc qui lui est particulièrement brillant. C'est vrai que Giroud a été pendant un temps critiqué même en sélection. Là en l'occurrence c'est souvent l'initiateur et le finisseur des buts marqués. Par contre autre ailier très important de l'Euro 2021, donc comme Chiesa, Berardi qu'on connaît,
lui, est blessé pour l'Euro et donc ne jouera pas. Il avait pas mal joué pendant les qualifs, donc c'est un gros coup. Cependant, il y a de la place, il y a d'autres joueurs. Même, franchement, sur les ailes, ça joue. On peut même aller jusqu'à El Shaarawy qui peut faire un peu le taf. Au milieu de terrain, c'est pareil. On a des gros joueurs. Avec les talentueux Barella, comme on connaît, Locatelli, Bonaventura. En général, Locatelli, Bonaventura ont souvent été placés au milieu. Mais de manière générale, il y a de la place. Il y a Jorginho, bien sûr, il est de temps en temps remis en question, mais c'est vrai qu'il fait une bonne saison à Arsenal, d'une grande solidité, et c'est à peu près pareil en Italie. C'est une sorte de point fixe qui est pas mal. En l'occurrence, je dirais que par contre, il y a peut-être un problème, en tout cas, peut-être pas dans l'immédiat, mais s'il y a un problème ou si on veut changer, c'est au poste de numéro 9, parce que l'Italie joue quand même avec un 9. Et donc là, Immobilier, je crois qu'il est dans la liste étendue, mais en tout cas, il va sûrement pas commencer. Il fait une saison pourrie. Et je crois d'ailleurs c'est même sûr, il sera pas titulaire pour les prochains matchs. On lui a préféré Scamacca ces derniers temps. Logique, je pense. Qui fait une grosse saison là actuellement à Sassuolo. Donc pourquoi pas si ça marche. Encore une fois, c'est vrai que l'Italie a souvent eu le problème du 9 parce qu'Immobilier n'a jamais été non plus exceptionnel avec l'Italie. À voir avec Scamacca, c'est vrai qu'en l'occurrence il a marqué pendant les qualifs et ça marche plutôt bien, mais il suffit d'une blessure ou d'une baisse de niveau et ça devient compliqué. Pour la défense centrale, par contre, les Chiellini et autres ne sont plus évidemment en sélection. À la place, on a des défenseurs centraux beaucoup plus jeunes, avec Bastoni, Mancini. C'est du solide, hein, franchement. C'est du solide, notamment Bastoni, moi que j'aime beaucoup. C'est une nouvelle génération. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont pris plusieurs buts, pas mal. On peut parler d'expérience. Après, l'Italie a jamais été très forte en qualif. Et c'est peut-être un point important, c'est que l'Italie a l'habitude de performer quand elle est inattendue et qu'on dit qu'elle va se rater, elle réussit. Pourtant, pour moi, ça marche qu'un temps, parce que autant en 2021, on la trouvait vraiment enterrée. Là, en l'occurrence, elle sera attendue et elle n'arrive pas dans un groupe facile. Ah, ça c'est sûr. Donc à voir, c'est vrai que je trouve que j'ai oublié de parler peut-être du meilleur joueur de l'équipe, le gardien Donnarumma, qui a toujours fait le travail avec l'Italie. Ça oui, pour le coup, moi je le critique beaucoup au quotidien, mais avec l'Italie, il a souvent été très très bon. Il a pas il est en tout cas, il donne plus de sérénité qu'avec le PSG. C'est peut-être aussi dû au coéquipier qu'il avait. C'est une équipe solide, c'est une équipe talentueuse, c'est une équipe qui a des idées, avec un jeu sur l'aile très très explosif, mais c'est une équipe qui a des faiblesses, qui se prend beaucoup de buts, et il faut le dire, dans le groupe dans lequel elle est, se prendre beaucoup de buts, c'est pas vraiment la meilleure option, quoi. Très bien, merci donc pour cette présentation de l'Italie. Nul, Germain. Nul, sale nul, espèce de maïs. Alors on a fait l'Albanie, on a fait la Croatie, on a fait l'Italie. Pour que ce soit une grosse poule, il nous fallait une dernière grosse équipe. Et le tirage au sort a eu la chance, ou le privilège, comme vous voulez, de nous mettre dans cette poule B l'Espagne. Alors l'Espagne, bon, là encore une petite remise en contexte historique tout du moins et disons facultative, hein, parce qu'on connaît bien l'Espagne, c'est quand même 3 fois vainqueur de l'Euro. Aucun pays n'a fait plus, en 64 mais surtout en 2008 et en 2012. Leur dernière performance c'est demi-finale en 2020, battue par l'Italie qui a gagné par la suite. Vainqueur également de la Coupe du Monde en 2010, mais depuis cette victoire en 2010, il n'y a pas eu mieux que 8ème de finale. Donc l'Espagne c'est un gros pays, mais on peut remettre en cause peut-être leur statut de favori sur l'échelle de l'ensemble de la compétition, ou en tout cas d'outsider plus. Ça après c'est des choix, c'est des étiquettes qu'on pose sur les équipes, c'est pas forcément central. Mais en tout cas, c'est une équipe qui va être attendue sans pour autant, selon moi, avoir le meilleur effectif. Je vais y revenir. En ce qui concerne donc la phase de qualification, alors ils ont fini premier de leur poule, ils l'ont écrasé très clairement, devant l'Écosse, la Norvège, la Géorgie et Chypre.
Forcément une poule compliquée quand on voit que l'Écosse et la Géorgie sont aussi qualifiées et que la Norvège n'est pas qualifiée alors qu'ils auraient pu. C'est 7 victoires en 8 matchs. La seule défaite, c'est une défaite contre l'Écosse, 2-0. Mais ce qui est très impressionnant, c'est d'avoir marqué 25 buts en prenant uniquement 5 en 8 matchs. Donc on peut parler de véritable parcours exemplaire lors de ces qualifications. Première interrogation au niveau du coach, du sélectionneur Luis de la Fuente, donc qui avait été choisi par surprise lors du départ de Luis Enrique. Il n'avait jamais véritablement eu de grande expérience en tant que coach et aujourd'hui encore il ne fait pas l'unanimité. Aussi bien sportivement, ça on va en parler, et extra sportivement, ça on y reviendra moins, mais il y avait eu l'affaire avec Rubiales notamment. Il est donc critiqué pour sa tactique et pour sa gestion des binationaux, même si, point positif, il semble sur les derniers rassemblements avoir réussi à créer un groupe. On va voir si cela suffira. Donc il y a beaucoup d'interrogations quant à la tactique. Si ce n'est sur la défense à 4, ça quand même c'est l'identité de l'Espagne, ça ne devrait pas bouger. Il est très très peu probable de voir une défense à 3 ou à 5, surtout quand on voit qui est-ce qu'on a de disponible en défense centrale. Et également, la seule certitude, c'est la présence d'un 9. Donc, on va être autour d'un 4-3-3, d'un 4-2-3-1. Là encore, il y aura des ajustements à la marge. Alors, l'effectif. Avant de le présenter dans le détail, j'aurais envie de dire que 2 points. Déjà, on a beaucoup de joueurs de qualité, mais on a très peu de joueurs de très grande qualité. C'est un groupe homogène, mais pas brillant. On peut parler de creux générationnel qui est marqué véritablement par l'absence de superstar, à l'exception peut-être de Rodri. Mais est-ce que vraiment Rodri est une superstar, que ce soit un super joueur sans aucun doute? Mais de là à parler de superstar, je sais pas. Le meilleur exemple, c'est peut-être déjà dès le poste de gardien. On a 3 gardiens qui sont sélectionnés, donc Unai Simon, Diego Raya et Alex Remiro. 3 bons gardiens, mais aucun gardien exceptionnel dans une nation qui a connu notamment Iker Casillas ou David De Gea. Ce sera Unai Simon, le gardien de Bilbao, qui sera dans la cage. Première interrogation. La défense centrale. On se dirige vers une défense centrale à l'accent très français avec Laporte et le Normand. Donc on voit qu'on va faire jouer un joueur titulaire en Espagne, en défense centrale, qui joue en Arabie Saoudite. Première interrogation. Et puis le Normand qui n'est pas non plus top tiers mondial. Il y a également la présence de Nacho, un ancien, donc, et de Pau Cubarsí, le jeune défenseur central du Barça. Mais on peut donc déjà noter que c'est assez léger sur ce poste, semblerait-il. Les latéraux, s'il n'y a pas de blessure, là pour le coup c'est pas mal. Grimaldo à gauche, Carvajal à droite. À voir quand même pour Grimaldo parce que la défense n'est pas sa tasse de thé, on va dire. Et ça peut être assez compliqué face à des ailiers très offensifs, lui qui joue plutôt piston. Au milieu de terrain, on a là aussi de la qualité, donc Rodri on l'a dit. Mais il y a Pedri. Alors Pedri il est un peu en manque de rythme, il est un peu en manque de performance récente, donc à voir s'il va jouer. Sinon probablement on aura Fabian Ruiz, c'est ce qu'on avait sur les qualifs et sur les derniers rassemblements. Mais quand on repense au milieu de terrain de l'Espagne il y a quelques années, ça fait blêmir quand même. Puis aussi on peut noter la présence de Llorente, de Mikel Merino, de Zubimendi. Donc encore une fois c'est vraiment cette idée de on a de la quantité mais est-ce qu'on a vraiment de la grande qualité? Là où c'est intéressant mais où encore une fois personne ne se démarque vraiment, c'est sur les joueurs de côté. Il y a Nico Williams, Dani Olmo, qui est plutôt offensif, Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal. Donc beaucoup de choix pour le coach Luis de la Fuente. Et devant, qui est-ce qu'on fait jouer? Est-ce qu'on fait jouer Morata? Est-ce qu'on fait jouer Joselu? Est-ce qu'on fait jouer aucun des deux et on met un milieu offensif devant? C'est pas tranché, disons, quand on ne sait pas. Il y a quand même un flou qui est autour de cette sélection. Mais globalement, si on devait se concentrer sur la tendance des derniers matchs, on aurait donc Rodri et Fabian Ruiz à la récupération dans un 4-2-3-1. Les 3 offensifs, Olmo avec Oyarzabal et Yamal sur les côtés. Et Morata en pointe. En ce qui concerne les absents, tu vas pouvoir me donner ton avis, Aurélien, un peu sur ces absents. On n'a pas pris certains Espagnols du PSG, je pense à Asensio, je pense à Carlos Soler. On note aussi l'absence des Espagnols de l'Atlético, Koke, Saúl Ñíguez, Azpilicueta, ou encore des autres mecs qu'on aurait pu citer, Sarabia, Pau Torres, Eric Garcia. Avant de te donner la parole, moi je dirais que ces absents, ils marquent encore une fois, c'est vraiment cette idée de quantité mais pas vraiment de qualité. Qu'est-ce que t'en penses? On a l'impression qu'il y a une volonté de sorte de renouveau en ne sélectionnant plus la plupart pour ceux que tu as cités, la plupart ont plus de 30 ans, tu vois. Après, il y a des joueurs où ça se comprend quand même, je veux dire Carlos Soler, ça se comprend. Après,
Ce qui est bizarre, c'est que c'est vrai qu'ils font ce choix-là de pas sélectionner des grands personnages comme Azpilicueta par exemple. Ouais, c'est vrai que Comme c'est si- derrière. Pau Torres, il fait une bonne saison Ouais. avec Aston Villa. Toi, tu préfères prendre Nacho ou Koubarsi. Enfin, je sais pas. Je suis pas convaincu par ces choix. Non, mais je pense que c'est un choix qui est pris, mais qui pourrait se comprendre si on avait le talent, comme tu as dit tout à l'heure, parmi les jeunes et les espoirs. En l'occurrence, je suis pas trop sûr. Et moi, un mec comme Asensio, je l'aurais pris parce que Moi, ça non, me- mais. moi ça s'entend parce que c'est vrai que je pense que tu as besoin de création offensive et de Je préfère Sarabia, par exemple. ça s'entend aussi, ouais. Ça s'entend aussi. Carlos Soler, il a bien fait, mais Ah, moi, ce qui m'inquiète sur cette équipe d'Espagne, c'est par exemple toutes les attentes qui vont peser sur Lamine Yamal. Enfin, Oui, mais ça témoigne d'une certaine. c'est faiblesse ça. aussi, C'est hein. c'est une décision qui a été prise de se dire on y va à fond sur les jeunes. Mais en l'occurrence, c'est vrai que normalement, la transition. Déjà, Ah la ouais. transition, il devrait y en avoir une. En Tu l'occurrence, peux lire là, on a- des articles dans des médias espagnols qui disent en gros si Yamal n'est pas bon, là l'Espagne n'a aucune chance. Enfin, c'est quand même, Oui, c'est oui. quand même chaud pour moi. Bah, Après, c'est attention, ça. les équipes comme ça très homogènes, des fois sur une compétition, c'est que 7 matchs, c'est un mois. Ça peut être, si l'alchimie elle prend Peut-être, vraiment, ça peut-être, peut être très mais- très costaud. Hein. Faut pas enterrer l'Espagne, mais moi, je sais pas, je suis pas convaincu. Mais je suis d'accord, je pense que ça manque de quelque chose quand même, mine de rien, quoi. Très bien, donc l'Espagne qui jouera Andorre et l'Irlande du Nord en match de prépa et qui enchaînera donc d'abord la Croatie, l'Italie et enfin l'Albanie. Voilà donc pour les 4 équipes de cette poule B. C'est l'heure donc du pronostico pour conclure sur cette poule B, une poule homogène, serrée avec du niveau de la concurrence, 3 équipes favorites, un outsider, un petit pousset. Seront-ils dans nos classements dans l'ordre des équipes attendues, si encore il existe un ordre attendu? Écoute, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu vois donc toi pour cette poule B à un peu plus de 2 semaines du début de l'Euro? Bon, alors c'est évident, pour moi en tout cas, je vais commencer par l'Albanie, que je trouve Première. que je trouve première, ouais, évidemment, après ce que j'ai dit, ça me paraît évident. Bah, vu le portrait élogieux, je pense que ce serait tout à fait logique et dans le sens des choses de les voir premiers. Non, plus sérieusement, donc l'Albanie dernier, pour toi, est-ce que tu les vois quand même prendre un point dans cette poule assez costaud? Je sais pas, là où ils peuvent prendre des points, c'est si une des équipes favorites est décevante. Mais très décevante. Sinon, l'Albanie pour moi, il n'y a qui- aucune chance. Dans l'ordre, l'Albanie, c'est Italie, Croatie et Espagne au dernier match. Tu penses pas sur un dernier match, si l'Espagne est déjà qualifiée, peut-être à la rigueur, aller gratter un point du match nul? Honnêtement, j'ai du mal, quoi. Même là, quoi. Ok. Alors maintenant, la vraie question, c'est qui est-ce que tu mets troisième, la place du con, même si on l'avait dit dans le premier Ouais. épisode, il y a des troisièmes qui vont se En qualifier. l'occurrence, tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait un meilleur troisième. Moi non parce plus. que, justement, c'est tellement disputé qu'il peut avoir que des victoires et donc un troisième qui se retrouve quasiment avec 0, quoi. Et moi, je sais pas, j'ai envie de tenter un peu une folie. Et je dirais que pour moi, le troisième, ça va être l'Espagne. L'Espagne troisième, Ouais. beau parti pris. Que je trouve, voilà. Tu pas- les vois avec quoi? Avec 3 points, juste gagner contre l'Albanie? Je les vois gagner contre l'Albanie et ensuite potentiellement et encore même pas sûr grappiller un truc de meilleur troisième. Mais pour moi, c'est ce que je t'ai dit là. Le meilleur troisième va être compliqué parce que je pense que le meilleur troisième va potentiellement s'en sortir qu'avec 3 Ouais, points. avec et 3 points, ça dépendra des Voilà, autres équipes. c'est Avec ça, 4 donc, points, en mais vrai, tu passes. Mais... je pense pas qu'il y ait de meilleur troisième évident dans ce groupe-là en tout cas. Ok. Et donc, tu vois plutôt qui finir devant entre... Eh ben moi, tu vois, je sais pas. Là, j'hésite beaucoup parce que c'est vrai que moi, la Croatie, c'est une équipe que je vois aller loin, malgré tout. Parce que j'aime bien cet effectif et que là où il y a potentiellement des doutes, il y a aussi des trucs qu'on sait qui seront bien. Donc, j'aime bien la Croatie. L'Italie, je les trouve pas aussi forts que ce qu'on pourrait penser. Donc, ça se rejoint un peu au milieu. Mais je vais quand même dire que je vois l'Italie finir première avec la Croatie. Ok, ensuite. donc tu nous dis Italie, Croatie, Espagne, Albanie. Albanie. Moi, Ouais. je vais le faire dans l'autre sens, le classement, et je vais aller à contre-courant de ce que tu as pu nous présenter. Pour moi, ton scénario est tout à fait envisageable. Hein. C'est une poule très très difficile à pronostiquer parce que c'est vrai que dans le ménage à 3 entre Espagne, Croatie, Italie, dur de savoir avant coup comment vont être distribués les points. Moi, j'ai pris le classement match par match et j'ai essayé d'imaginer.
Et donc, selon ce que j'ai imaginé, je vois l'Espagne finir première. Quand même, peut-être que je les surcote, je sais pas. Espagne-Croatie, le premier match, pour moi, c'est vraiment déjà Ouais. extrêmement décisif. Parce que si la Croatie gagne, par exemple, ça va mettre le feu aux poudres direct. Moi, je suis parti sur victoire de l'Espagne sur le premier match. Je pense que, je sais pas, la Croatie, je veux pas spoil, mais pour moi, ça sera pas facile, ces poules-là. Et donc, deuxième, je vois la Croatie. Voilà, la petite surprise, je pense que ça va pas être facile, mais que ça reste la Croatie, il s'en sort toujours. Donc moi, je vois bien l'Espagne avec 7 points, en fait, gagner contre la Croatie, gagner contre l'Italie. Et faire match nul soit contre l'Italie, soit contre l'Albanie, peu importe, en fait, j'ai envie de dire. Pour moi, le match vraiment important, c'est Espagne-Croatie, la première journée. Mais je vois les Espagnols finir premier, les Croates deuxième, et je vois, bon là, comme ça, hein, peut-être que dans 2 semaines, on en reparlera, je serai pas d'accord avec ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est pas forcément génial de pas être d'accord avec soi-même, mais c'est un fait. Je vois l'Italie choke un peu. Voilà, gagner contre l'Albanie quand même, hein, attention. Mais décevoir contre. Enfin, le premier match c'est contre l'Albanie et ensuite décevoir contre l'Espagne et se retrouver en porte-à-faux face à la Croatie dans une sorte de finale pour la qualif, dans un 16e de finale quoi. Et la Croatie qui gagne. Donc ça me finirait avec l'Italie avec 3 points. Et donc être dépendant des résultats des autres groupes. Pas sûr qu'ils finissent meilleur 3e. Pas impossible non plus. Surtout selon le score face à l'Albanie. On sait jamais parce que si par exemple tu gagnes 3-0 contre l'Albanie, derrière t'es quand même bien parti pour finir meilleur 3e. Et les Albanais derniers, mais je les vois quand même poser quelques problèmes aux autres équipes. Des matchs pas évidents, des matchs âpres. Pour ça que peut-être sur le dernier match face à l'Espagne, si l'Espagne est déjà qualifiée, aller gratter un point. Mais voilà, un petit déficit de qualité, un petit déficit d'expérience qui fait que dans cette poule-là, ils peuvent pas s'en sortir. Donc si je récapitule, tu nous mets Italie, Croatie, Espagne, Albanie, et moi Espagne, Croatie, Italie. Donc on met tous les deux la Croatie deuxième et on inverse entre Espagne et Italie. Bah écoutez, voilà pour cette deuxième poule, cette poule B. Une poule très très intéressante qui va nous offrir de belles affiches dès ces phases de poule. On se retrouve dans quelques jours pour la troisième poule, la poule C, et puis les suivantes qui vont s'enchaîner. Ça va arriver très très vite maintenant que la Ligue des Champions est terminée. On vous fait de gros bisous, on se dit à la prochaine pour donc le 3e épisode de ces previews.